conférence de presse hier du bloc de la majorité parlementaire. Cette sortie médiatique qui fait office de rentrée politique s'articulait autour de 4 thématiques qui ont agité l'actualité nationale ces dernières semaines. L'onchocercose et la filariose, des maladies tropicales négligées selon des spécialistes. Ces deux pathologies méritent plus d'attention des autorités sanitaires béninoises. Dans ce journal, l'éclairage du médecin de santé publique. Et puis en page magazine de ce journal, nous parlerons du métier de serrurier, un métier à haut risque et en voie de disparition dans notre pays. Bonjour. Les maladies tropicales négligées, selon les spécialistes, méritent plus d'attention de la population africaine et celle du Bénin. Alors que ces dernières années, des efforts sont observés dans le but de les éliminer d'ici 2020, conformément à l'engagement de Londres. Malheureusement, ces maladies continuent de tuer en silence ou invalident les personnes infectées et non prises en charge à temps. L'onchocercose et la filariose sont deux de ces maladies sur lesquelles nous éclaire un médecin de santé publique. Suivez plutôt. Cette maladie qu'on appelle l'onchocercose se manifeste par des signes cutanés, les complications à long terme, qu'est la cécité, elle est irréversible. On la contacte par la piqûre de moustique, qu'on appelle les simili. Les simili se trouvent dans la forêt. Nos agriculteurs, nos populations qui se trouvent dans les forêts, ils sont donc piqués par ces moustiques qu'on appelle des simili et la transmission se fait donc d'insectes à la personne et de personne en personne. La personne peut donc se contacter à partir donc de cette piqûre de moustique. Alors c'est un ver qui se retrouve dans l'organisme, qui va migrer et qui va aller se loger dans certains organes, comme par exemple les yeux, et va attaquer la partie qui donne la vision. Et donc c'est la cécité. Mais avant d'y aller, on a quelques manifestations. Les signes cutanés, le grattage, qui peut donner des taches sur le corps. Donc quelqu'un qui gratte, il doit aller se faire dépister pour dire pourquoi je gratte. Normalement, on ne doit pas gratter. Il peut y avoir des boutons sur le corps. Des boutons peuvent relever de plusieurs causes. L'onchocercose se traite, mais elle se traite en phase de maladie où il n'y a pas encore de manifestation, de complications. Par exemple, lorsque la personne a le grattage, il y a l'ivermectine qu'on donne, c'est pour le traitement. Mais quand il y a déjà un problème de cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, il n'y a plus de traitement. Elle est irréversible. Le traitement est tout autre. Même la personne ne peut plus recouvrer sa vue. Et donc, elle est définitive, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de luttes. Il y a la lutte antivectorielle que nous faisons. Dans un parti récent, vous savez que l'hélicoptère a pulvérisé ici dans des cours d'eau pour donc éliminer ces moustiques qui transmettent la maladie, au même moment qu'il faisait donc, le traitement des personnes qui portaient déjà les germes. Par rapport à la filariose lymphatique, c'est également un ver qui se trouve dans l'organisme, toujours avec les piqûres de moustiques. Et ces vers se multiplient dans l'organisme et il y a ce qu'on appelle les mycofilaires qui migrent, qui entretiennent donc tout ce qu'on appelle les dégâts. Ici également, c'est le grattage. Et lorsque le grattage devient chronique, on peut avoir ce qu'on appelle les pieds d'éléphant, les pieds d'éléphant, c'est-à-dire un gros pied qu'on appelle vulgairement l'éléphantiasis. Ces gros pieds, c'est au stade de complication. Ça peut donner des grosses bourses, c'est-à-dire on a le testicule qui est gros, même les gros seins. Ça dépend de là où vraiment le maximum des vers se sont concentrés. Et ça donne une invalidité. Donc c'est la maladie pour lesquelles, lorsque vous avez cette maladie, un gros pied ou bien des gros pieds, vous ne pouvez pas aller au champ, vous ne pouvez pas aller au service, vous ne pouvez pas travailler. C'est invalidant. Et donc, par conséquent, vous êtes devenu une personne invalidante. Ça se traite, mais à des complications, à la phase de complications, le traitement est difficile. Mais le traitement consiste à traiter dès l'apparition des premiers symptômes, comme le grattage, la peau de léopard. C'est de tacher sur le corps et on peut à ce niveau traiter. Et ça va revenir à la normale. Mais lorsqu'on laisse la maladie évoluer vers les stades de complications, vous savez très bien, les complications sont toujours difficiles à traiter et la personne va rester invalidante peut-être toute la vie qu'il lui reste à faire. Direction Cotonou, Latifou Boni, vous êtes déjà en place pour nous servir le condensé de l'actualité à Cotonou et environ. Bonjour, vous avez l'antenne.
Bonjour Clovis Brissa Foucault, bonjour à tous, bienvenue à cette suite de votre édition matinale. Nous démarrons cette suite-là par cette conférence de presse. Plusieurs initiatives gouvernementales ont pris en otage l'actualité nationale ces derniers jours. Elles ont nourri ces polémiques-là, la polémique à travers la presse, les réseaux sociaux et les sorties médiatiques des opposants. Le BMP, bloc de la majorité parlementaire, rompt lui aussi le silence pour apporter des clarifications sur quelques-uns de ces sujets. La majorité parlementaire a animé donc hier une conférence de presse. Conférence de presse qui fait office aussi de rentrée politique. 4 thématiques étaient au cœur des échanges. D'abord, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI et la levée d'immunité de certains députés et anciens ministres de la République. La question aussi des grèves perlées et enfin, la réforme du système partisan. Nous allons revenir en détail sur cette actualité dans les éditions à venir, à commencer par celle de tout à l'heure, celle de 13h. Allons à Soava, la commune de Soava. Là-bas, les bacs motorisés sont les seuls moyens de déplacement à l'intérieur de la commune. À cause de l'aspect lacustre de la commune, vélos, motos et voitures sont inadaptés. Malheureusement, tout le monde ne possède pas de pirogue ni de bac. Il y a donc là-bas aussi, comme sur la TFM ici à Cotonou, des taximens qui offrent leur service contre rémunération. Le marché des taxis pirogues à Soava, le reportage de Émeric Okupeli et de Mathias de Souza. Vous allez constater avec moi que souvent c'est à pirogue qu'on se déplace. Souvent il y a des TFM, mais ce n'est pas artificiel. C'est quand même fabriqué par certaines personnes. Vous voyez. Gambier, un arrondissement de la commune de Soava, situé dans le département de l'Atlantique. Une ville lacustre. Ici, tout comme dans d'autres villes lacustres du pays, la circulation des personnes et des biens se passe sur l'eau. C'est le transport fluvial. La pirogue ou la barque motorisée est le seul moyen de déplacement à l'intérieur de la commune. Hommes et femmes, petits et grands sont transportés, qui pour aller à l'école, qui pour aller au marché ou à la pêche. Même la première autorité de la ville se donne à l'exercice chaque matin avant de rejoindre son administration. Malheureusement, tous ne possèdent pas ce moyen pour diverses raisons. Et c'est pourquoi certains se sont érigés en conducteurs de taxi-bac et qui offrent leur service à la population qui doit se déplacer contre rémunération. En ville, nos activités sont souvent pratiquées sur l'eau, comme vous constatez avec moi. Nous garons au bord du fleuve. Quand les gens viennent, nous faisons le chargement et nous allons dans chaque village. Nous parcourons les 7 arrondissements de la commune. Certains nous louent pour des courses comme vous l'avez fait. Un service rentable et qui permet à ceux qui l'exercent de joindre les deux bouts. Cependant, leur chiffre d'affaires est en hausse car des jours donnés, nous confiera Olivier. Par jour, nous faisons des fois un tour et c'est fini pour toute la journée. Parfois, nous avons assez de clients, mais ça dépend. C'est souvent lors des manifestations que nous avons assez de clients. Les samedis et dimanches aussi. Sinon, les autres jours, nous venons les matins et nous faisons un chargement. Et puis, il sonne midi ou 13h. À défaut du chargement, nous trouvons des clients qui louent les bacs et puis nous y allons. Comme partout ailleurs, des difficultés sont notées. Des noyades sont dénombrées ici, surtout en période de crue. Les difficultés sont liées à la crue. Quand la crue vient, nous souffrons beaucoup. Les voies sont inondées et la population se plaint. En temps de crue, nous-mêmes, nous ne restons plus ici. Nous allons à Kassato et nous y restons pendant au moins 3 mois. Et quand ça diminue, nous revenons. Et c'est pourquoi il lance par ce canal un appel aux autorités à divers niveaux pour qu'elles leur viennent en aide. Qu'elle nous répare la seule voie qui mène à la commune.
car pendant la saison pluvieuse, nous rencontrons d'énormes difficultés. Quand on est à moto sur le tronçon, si on ne fait pas attention, on tombe. Donc, il n'a qu'à nous venir en aide. Mais en attendant, ainsi va la vie à Swaba. Retour sur la TFM ici à Cotonou pour parler des taxis-motos cette fois-ci. Les taxis-motos dans leur rôle de vecteur de communication, de publicité, de rumeurs et d'intoxication aussi. Les aiment dans leur posture d'hommes bien informés. D'où tirent-ils les informations et quelle crédibilité vous pouvez accorder à ce qui sort de leur bouche? Reportage. Toujours mobiles et souvent présents partout à la fois, les conducteurs de taxi-moto sont les premiers à vivre les événements et à les rapporter en premier. Nous les hommes, nous sommes les plus nombreux à circuler dans la ville et à être les premiers d'un fait ou d'un événement avant d'alerter la police. D'abord, un zème qui se lève déjà à 5 h du matin. Disez-moi, est-ce qu'il y a un journaliste qui se promène avec son micro à 5 h? Non. Oh, déjà à 5 h du matin, le Zémidjaman est déjà en contact avec des informations. Au moment où les faits se passent, juste là, il y a les zèmes qui sont toujours présents là. Mais d'où tirent-ils ces informations? Nous ne savons pas comment les clients obtiennent les informations. Mais certaines paraissent vraies. Nous les divulguons aussitôt que nous les obtenons. Tout d'abord, vous prenez les clients qui vous donnent directement l'information. Si vous êtes un bon zème, vous irez chercher si c'est vrai ou faux avant de publier. Ces informations provenant des zèmes sont-elles toujours avérées? Beaucoup d'entre nous, ils n'aillent pas vérifier d'abord avant de véhiculer. Donc, la plupart, je dis, si vous prenez au moins 6 ou 7 zèmes sur 10, les 7 là vont chercher. L'information, s'ils écoutent, s'ils entendent quelque part qu'il y a des choses qui se passent, ils vont chercher pour savoir si c'est vrai ou faux avant de les publier. L'autre média. Parlons toujours transport et terminons avec ce mot de sécurité routière, notamment des accidents de circulation. Comment les éviter? L'élément à suivre va vous proposer quelques précautions, bien évidemment. On suit ensemble. Ils sont nombreux, ces usagers de la route, tués ou gravement blessés dans les accidents de circulation. Bien souvent, cet état de choses est dû à la négligence, au non-respect des codes qui réglementent la circulation dans nos villes, faute de connaissances ou par pure négligence. L'excès de vitesse par ignorance, parce que nous ne connaissons toujours pas les limitations de vitesse qu'il faut dans les villes. Des usagers amènent des véhicules pourvus de moteurs, conduisent ces gens de véhicules sans aucune attestation, sans aucun permis de conduire. Nous devons éviter de rouler par choc comme par choc, nez à nez. Et même dans ces bouchons, il y a ce qu'on appelle, en dehors de l'intervalle de sécurité, il y a ce que nous appelons la marge de sécurité. Cette marge de sécurité, voulant s'arrêter derrière un véhicule, ces roues de derrière ne doivent pas disparaître totalement. Contrôle de rétroviseur, port de casque, vitesse de sécurité sont pourtant des mesures prises par certains usagers de la route pour éviter d'être victimes d'un accident de circulation. Je vérifie si mes rétroviseurs sont bien en place. Maintenant, sur la voie, j'essaie toujours de porter mon casque. Je respecte les panneaux de signalisation, les carrefours. J'essaie de ne pas rester tout juste derrière quelqu'un. Parce que si celui-ci freine brusquement, il pourrait occasionner un accident avec moi. Voir nos routes que nous avons, moi je ne respecte pas. On est collé et on roule comme ci, comme ça, il n'y a pas de souci là. Bon, si Tom, on n'est pas un passe à côté de lui et on lui dit, on s'excuse auprès de lui et on continue. Je vais faire la vitesse là, c'est trop là, c'est 100. Ça allait 80, 70, 60. Bon, les carrefours, il reste un peu là. Tu vas faire doucement. Les voitures qui sont devant là, il y a les distances qui sont arrêtées. Quand je suis sur la voie, je dois respecter ma droite. Arrivé juste au niveau du carrefour, je dois ralentir pour éviter ceux qui viennent de gauche à droite. Et après avoir dépassé mon devanceur, je dois aller à gauche tout en regardant derrière et voir si le derrière est libre.
Pour éviter l'hécatombe et la souffrance que causent les accidents de circulation sur une route, insérer l'enseignement des codes de la route dans les programmes scolaires va rendre plus efficaces les actions de sensibilisation et de répression. Avant d'aller sur la répression, la sensibilisation, il faut au préalable former les usagers de la route. Le code, cette loi fondamentale que tous les usagers de la route doivent partager, on doit les enseigner. Si l'enseignement précède la sensibilisation et la répression, nous aurons un bon résultat et l'accident va reculer. Adopter donc de bons comportements sur nos routes est l'unique gage d'une bonne sécurité routière. Autre métier, autre réalité, parlons de la serrurerie. Cette fois-ci, ce métier qui vous vient en aide en cas de pépin de votre serrure ou de perte de votre clé. Si l'on recourt aux services que rendent les serruriers, on pense rarement aux réalités de leur métier, à leur haut risque et on voit à la disparition prochaine de ce métier-là. Ce reportage est signé en termes d'image par Mathias de Souza. Suivez. Monsieur Zokli, une histoire de clé, histoire de serrure avec nostalgie. Zokli n'avait pas rêvé de devenir serrurier comme beaucoup de personnes. C'est la vie qui lui a choisi son métier. Il se souvient des circonstances. C'est mon grand frère, celui que je suis directement, qui avait fait la formation. Et moi, j'allais à l'école en ce moment-là. Bon, après le BPC, notre papa est décédé et il m'a fait la formation durant 3 ans. En 90, j'ai pris mon attestation. 28 ans de pratique et d'amour d'un métier, 28 ans aussi que Paulin voit le temps passer, le métier changer, le serrurier béninois peine à suivre le rythme. Les machines avec lesquelles on avait appris à travailler, aujourd'hui c'est des machines un peu informatisées et ça coûte cher, on n'arrive pas à les acheter. Nouvellement maintenant, il y a des véhicules à puces électroniques. Et sans ces puces-là, même si on fait les clés ordinaires à ces véhicules, ça peut tourner dans la clé contact, ça ne va pas démarrer. Oui, il y a les portes à gâche électroniques. Et il nous faut des machines pour travailler là-dessus. Vous voyez, non? Donc même les coffres, les nouveaux coffres maintenant sont électroniques. Le métier de la serrure, un sacerdoce, métier rarement qui rend riche, métier surtout avec des tentations et surtout beaucoup de risques. Même si tu lui dis, présente-moi ta carte d'identité, il va te la présenter. J'ai travaillé quelque part, on m'a coffré pour 3 jours. Même les Béninois serruriers sont coffrés maintenant, que je connais, ils sont au Nigeria, en tôle maintenant, parce que eux, ils vont ouvrir des coffres pour les gens et puis ça tourne mal. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est du vol, hein. Ils vont le faire au Nigeria. L'avenir du métier de la serrure au Bénin, selon Zokli, un avenir incertain. La jeunesse, constate-t-il, veut avoir de l'argent sans effort et sans aucune patience. Les jeunes n'aiment plus apprendre. N'importe quel travail maintenant, ils n'aiment plus apprendre. Sincèrement, ils veulent ce qui va leur donner du jour au lendemain de l'argent. Mais je vois même des amis qui disent « je suis soudeur ». C'est pas si il y a du travail. Si tu respectes ton travail, tu auras au moins ce que tu vas manger avec, subvenir aux besoins de tes enfants avec. Les serruriers de nos coins peuvent-ils être une menace pour notre sécurité? Pas systématiquement, mais des explications de Zokli. Votre sécurité dépend de la moralité du serrurier qui duplique par exemple votre clé. Info 7h, ainsi va le méridien béninois. Merci de nous avoir suivis pour cette partie de votre journal matinal de E-Télé. Clovis Brissa-Foucault pour la suite de cette édition. À l'instant, Latifou Boni en direct de l'antenne E-Télé Cotonou. Bonne journée. La répartition des heures de travail aux enseignants, c'est l'une des tâches importantes qu'accomplissent les censeurs dans les lycées et collèges entre vacataires, agents contractuels et permanents de l'État,
Chaque catégorie a droit à un quota horaire à respecter et le bon déroulement des activités pédagogiques dépend en partie de la réussite de cette tâche. Dans ce reportage, Eugène Kedele et Pierre Bakoué nous renseignent sur la manière dont la répartition des heures se fait dans les établissements secondaires. Généralement appelé quota horaire, le temps minimal de travail hebdomadaire des enseignants du secondaire est régi par des tests au Bénin. Et la mise en application de ces tests incombe prioritairement aux censeurs des lycées et collèges. Si nous prenons l'arrêté numéro 129 de l'année 2016, il est écrit que les professeurs certifiés et les professeurs certifiés ont comme charge horaire hebdomadaire 18 heures, dont 2 heures d'animation pédagogique. Et quand nous prenons les professeurs adjoints et les professeurs adjoints, les charges horaires hebdomadaires, c'est 20 heures, dont 2 heures d'AP. Il y a 2 autres catégories. Il y a les instituteurs et élèves instituteurs, 22 heures par semaine. Et enfin, nous avons instituteurs adjoints et élèves instituteurs adjoints. Il y en a qui ont 22 heures, il y en a qui ont 24 heures. Parce que vous avez la catégorie B1, vous avez la catégorie B2, et vous avez aussi la catégorie B3. Les vacataires, selon le texte, sont 9 heures au plus par établissement. En temps, il était question qu'ils fassent donc 18 heures. D'accord, donc ils doivent choisir 2 établissements où ils ont 9 heures pour pouvoir avoir les 18 heures. Voilà, au niveau des vacataires, ils ont droit au plus 9 heures, y compris aussi la paix. Et cela dépend aussi de la matière. D'autres font le maximum et d'autres ne font pas le maximum. La distribution des quotas horaires constitue pour les censeurs l'une des tâches les plus délicates, en ce sens que son accomplissement revêt beaucoup d'implications, lesquelles implications constituent d'énormes difficultés pour ces derniers. Il y a assez de difficultés au censorat. Et comme le censorat, c'est un staff, nous répartissons un peu les tâches. Il y a un censeur adjoint, il y a des gens qui sont autour de nous, qui travaillent permanemment. Un permanent qui vient vous demander donc de lui donner des heures supplémentaires, il est prioritaire sur le vacataire. Donc il faut le contenter d'abord. Par exemple, cette année, et il y a eu des vacataires qui ont été retenus, mais qui ont été obligés donc d'être remerciés. Parce que le nombre d'heures restants ne pouvait pas satisfaire tout le monde. La plupart des professeurs reversés qui sont titulaires de bac, de duel, de licence, sont déjà en formation pour le BAPES. Beaucoup ont déjà même les décisions d'admission. C'est pour cette raison que nous avons considéré tous ceux-là comme étant des professeurs adjoints, en leur donnant 20 heures. Maintenant, à l'issue de la formation que nous avons eue au lycée Mathieu Bouquet, les formateurs nous ont dit qu'on ne peut appliquer 20 heures à ceux-là qu'après la sortie de l'acte, qui les reclasse dans autre corps. Donc, pour éviter des problèmes, nous serons obligés de reprendre les emplois étant des professeurs concernés. C'est vrai que je suis directrice des études, mais ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai fait la vacation avant d'être agent permanent de l'État. Je sais que ce n'est pas facile. S'il est vrai que le bon déroulement des activités pédagogiques durant l'année scolaire dépend en grande partie de la réussite de cette tâche qu'est la répartition des heures dans les établissements secondaires, il n'en demeure pas moins que le respect de ces quotas horaires par les enseignants est aussi déterminant dans les résultats de fin d'année. Info 7h de ce matin, stop et fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée de travail à chacun et à tous.